Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Signature ce vendredi à Washington d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Les deux parties se disent engagées à normaliser leurs relations, notamment plus de détails dans ce journal. Et puis dans le monde du sport, les Aigles du Congo ont été sacrés champions de l'Illico Cash Ligue 1 pour la première fois de leur histoire en seulement 2 ans d'existence après leur match nul d'un but partout. C'est vendredi face à l'équipe du tout-puissant Mazembe. Puis à l'occasion du sommet des affaires États-Unis-Afrique, une nouvelle dynamique s'installe entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Au cœur de discussion, la création d'une liaison aérienne directe entre Abidjan et Luanda. Voilà, madame, messieurs, les 3 principaux titres pour ce vendredi. Bonsoir chez vous et bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Je l'ai annoncé au sommaire et ça vient donc de tomber. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix ce vendredi à Washington sous la médiation des États-Unis. Les deux pays ont signé cet accord historique destiné à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Parmi les signataires, il y avait Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, et Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, en présence du secrétaire d'État américain Rubio. Objectif, créer de troupes armées, stabilité régionale et relance de la coopération bilatérale, un tournant décisif pour la paix dans le Grand Lac. Qui ne demande pas seulement de l'engagement, mais aussi le courage de les mener à bout. En signant cet accord, nous réaffirmons une simple vérité: plus la paix est un choix, mais aussi une responsabilité pour respecter les normes internationales, pour maintenir les droits humains et protéger la souveraineté des États. Et donc pour discuter de cet accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda, nous recevons Dieudonné Bouanali, journaliste à Géopolis Forum, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bien Kouzola. Alors Dieudonné Bouanali, la RDC et le Rwanda ont signé ce vendredi 27 juin 2025 à Washington un accord global de paix. Quelles sont les prochaines étapes? Merci pour la question. Signé aujourd'hui, vendredi, à Washington, D.C., en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, cet accord historique marque une avancée décisive vers la fin du conflit. Il incarne à la fois Blessed Kouzola, une victoire pour la paix, une affirmation de la souveraineté de la République démocratique du Congo et son engagement inébranlable en faveur du multilatéralisme. Cet accord, il faut le dire, qui s'appuie sur la déclaration des principes du 25 avril 2025, répond aux préoccupations essentielles que la République démocratique du Congo n'a cessé de soulever concernant le respect des frontières héritées de la colonisation, le désarmement des groupes armés et le rétablissement de la stabilité dans la région des Grands Lacs et plus particulièrement dans la partie orientale de la RDC. L'accord établit fermement des dispositions relatives au respect de l'intégrité territoriale de la RDC et à l'interdiction des hostilités, garantissant ainsi la protection et le maintien de la souveraineté congolaise. Les prochaines étapes, pour répondre à votre question, c'est le sommet tripartite qui sera organisé à Washington
pour Mais, une date le président qui Donald reste Trump encore à va fixer. recevoir Voilà. tout à l'heure le deux ministres des Affaires Voilà. étrangères. Les prochaines étapes, je voulais dire, c'est les sommets tripartites entre les dirigeants des trois pays, Rwanda, RDC et les États-Unis d'Amérique, qui sera organisé pour une date qui reste encore déterminée Voilà. par la voie diplomatique. Mais en prélude de ce sommet, le président Donald Trump va recevoir les deux ministres des Affaires étrangères, comme on les a vus dans les images. Dans les images, oui. Voilà, pour la suite du processus. Mais il faudra aussi s'attendre à la normalisation des relations bilatérales entre les deux pays et à la reprise prochaine de la coopération économique. Voilà, nous allons vous revenir tout à l'heure pour poursuivre avec cette question d'actualité. Le temps pour nous de toujours plonger dans cette actualité du jour qui est donc la signature à Washington d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Désormais, les deux parties se disent engagées à normaliser leurs relations et à relancer la coopération bilatérale pour booster les développements durables dans la sous-région dans un contexte de paix. José Junior Ouawa pour plus de détails. Depuis le 18 juin dernier à Washington, le texte final de l'accord de paix paraphé par les délégations congolaises et rwandaises retrace les principaux axes de l'accord de paix, que sont le respect de l'intégrité territoriale, la cessation définitive des hostilités, le désengagement, la démobilisation et intégration conditionnelle de groupes armés non étatiques, la mise en œuvre d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité intégrant les CONOPS et contrôlé par la concept des opérations, signé le 31 octobre 2024. La coalition, la facilitation du retour de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays, la facilitation de l'accès humanitaire, la mise en œuvre d'un cadre d'intégration économique. Après la signature de cet accord entre les deux pays, l'hypothèse d'un accord Donald Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington continue de faire du chemin en coulisses selon plusieurs sources. Si du côté de Kinshasa et Washington, l'on semble plus que jamais déterminé à cette éventualité, la grande inconnue resterait du côté de Kigali, dont personne ne maîtrise plus vraiment l'agenda de Paul Kagame, tant à l'interne qu'à l'externe, du fait de la réduction sensible de ses sorties publiques, alimentant des rumeurs les plus folles au sujet du dirigeant rwandais. De Washington à Kinshasa, l'optimisme est de mise. Donald Trump, qui revendique déjà un retour de la paix définitif dans la sous-région des Grands Lacs après plus de 30 ans d'instabilité dans presque l'anonymat total, a été célébré par Félix Tshisekedi, qui espère que l'accord entre la RDC et le Rwanda puisse tenir toutes ses promesses d'ici 30 jours en attendant les derniers réglages avant sa mise en application. La signature de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis suscite à la fois espoir et méfiance au sein de la population congolaise, alors que certains voient cette initiative comme une opportunité de mettre fin à des décennies de conflits. D'autres restent sceptiques, craignant que les promesses ne se traduisent pas en actions concrètes sur le terrain. Gigi Nende a rencontré, allais-je dire, la population. Signature ce vendredi 27 juin d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington, aux États-Unis. Pour beaucoup, cet accord représente une lueur d'espoir dans un contexte marqué par des tensions persistantes entre les deux pays. Les citoyens espèrent que cet engagement officiel permettra de mettre fin aux conflits qui ont causé tant de souffrances et de déplacements et qu'il apportera des changements réels et tangibles pour la population. Aujourd'hui, pour nous, c'est 27 juin 2025. Pour moi, je demande au gouvernement de mettre ça dans l'annale. Je demande au gouvernement de mettre ce jour, le 27 juin, dans les annales. Pourquoi ? Parce que ce qui va se passer aujourd'hui aux États-Unis, principalement à Washington DC, donc c'est un accord de paix. Et l'accord du siècle, pour nous, c'est un accord de paix. Pendant 31 ans, qu'il y a eu du désordre à l'Est, qui n'ont pas de paix, mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, Donald Trump lui-même se tape le torse en disant que ça fait 31 ans que le Congo cherche cette paix à l'extérieur du pays. Mais aujourd'hui, le président de la République des États-Unis,
Donald Trump, va demander au Rwanda de quitter définitivement le territoire congolais. Et aujourd'hui, pour nous, nous sommes très contents, nous les Congolais. Et cette date doit être festoyée. Celle d'aujourd'hui et celle qui viendra d'après. Donc pour moi, ça marque pour moi un début de développement. Cependant, cette attente est teintée d'une profonde méfiance envers les autorités. De nombreux Congolais se souviennent des accords passés qui n'ont pas abouti à des changements significatifs sur le terrain. Ils craignent que les promesses faites lors de cette rencontre ne soient qu'un énième discours sans suite concrète. Entre Rwandais na ba Congolais zango mabete mais kobosana kaka te ke mutu moko boye bozalaka na bien mais ye na mutema lingaka ote ata bosali mbula boni soro bozalaka ndeni malamu moko ezalaki malgré des accords boyokani tout ça là mais Congolais kobosana kate po Congolais zaka soki likambo moko boye abosani nyonso amoni lokola makambo moko asika ndoka ya sika ezate ba accord ya ba Congolais na ba Rwandais banda depuis même bava Mobutu solution ezwamaka te souci ezalaka ke babotola biso eteni ya mabele ekoma ya ba Rwandais mais nayebi te soki tokozalaka na conscience ke ata tozosala baccord mais diplomatie elala te et puis miso ezalaka ya kofungwamaka eteni ya mboka nde ekende te. Si la population aspire à une paix durable, elle reste néanmoins vigilante face aux promesses des dirigeants afin que cette initiative ne soit pas perçue comme une simple formalité diplomatique sans réel impact sur le terrain. Dieudonné Boinali, je reviens à vous après avoir suivi ces deux éléments. Cet accord de paix ne représente pas seulement une victoire, on dira, ou un succès diplomatique pour Kinshasa, mais également une victoire pour le peuple congolais. Si certains sont d'accord par rapport à cet accord, d'autres restent encore un peu plus sceptiques sur la question. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je suis d'avis avec vous. Vous l'avez affirmé dans l'introduction de votre question, cet accord ne représente pas seulement un succès diplomatique à mettre à l'actif de Kinshasa, mais aussi une victoire pour des millions de Congolais qui méritaient depuis plus de 3 décennies la paix et la sécurité, gage du développement socio-économique. C'est un cadeau pour d'autres de Washington donné au peuple congolais à 3 jours de festivités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour d'autres, il faut être prudent parce que dans le passé, on a connu... Il y a eu plusieurs accords déjà. Il y a eu signature avec tambour et trompette de plusieurs accords qui sont restés lettres mortes, qui n'ont jamais été appliqués et la paix n'a jamais été au rendez-vous. Mais attention aussi, nous le disons en tant que des analystes et des journalistes économiques, que dans cette affaire, on vise aussi le côté minier, l'exploitation minière des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, très prisé pour la transition énergétique, même pour la guerre. Regardez, le monde est en ébullition, il y a des conflits partout dans le monde, Iran, Israël, russo-ukrainienne. Je m'arrête là. C'est pour vous dire que le Congo a un grand rôle à jouer sur la scène internationale. Mais avec le retour de la paix, une paix qui se veut durable, désormais assurée, Kinshasa peut maintenant rediriger toute son attention et ses ressources. Nous parlons des ressources financières qui étaient mobilisées, allouées à la défense du territoire national, à la récupération des territoires perdus, à l'investissement pour équiper les hommes en armes, l'achat des munitions. Je pense que ces fonds seront désormais canalisés vers le développement national et la réalisation de la prospérité des citoyens congolais que nous sommes. Pour terminer, les ressources précédemment allouées à la lutte, par exemple, contre l'instabilité régionale, peuvent désormais être affectées au développement d'infrastructures essentielles, des systèmes de santé, d'établissements d'enseignement supérieur universitaire, sans oublier l'enseignement des bases, la croissance économique,
l'amélioration aussi du train de vie, non seulement des institutions, mais de aussi la population voilà. congolaise. Donc, merci beaucoup, c'est Dieudonné quelque Boilali. chose de bien à saluer. Voilà, nous vous remercions en tout cas pour votre riche intervention et nous espérons que vous serez encore de notre la semaine prochaine. Merci aussi à vous pour l'invitation. Voilà, poursuivons donc cette actualité au-delà de sa dimension militaire et surtout diplomatique. Cet accord Kinshasa-Kigali soulève une question politique majeure, c'est celle de l'avenir de Joseph Kabila ainsi que de la rébellion. En effet, l'ancien président de la République démocratique du Congo, actuellement présent dans des zones sous occupation rebelle, n'apparaît formellement à aucune table de négociation alors qu'il a lui-même pris l'initiative de consulter les communautés locales. S'agit-il d'une stratégie de repositionnement en perspective d'un dialogue national interne? Dans Momat nous explique tout. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, absent à la table des négociations et ignoré dans les discussions parallèles de Doha, se trouve-t-il en position délicate alors que le processus de paix semble progresser à grands pas? On pourrait être tenté de le penser. Depuis la perte de ses immunités en tant que sénateur à vie, il est exposé à des poursuites judiciaires, tandis que son empire économique en RDC paraît se déliter progressivement. Sa marge de manœuvre politique semble aujourd'hui réduite à ses fiefs traditionnels, majoritairement situés dans des zones sous contrôle du M23 AFC, ce qui alimente les spéculations sur sa capacité à influencer l'évolution du conflit. Par ailleurs, plusieurs diplomates et médiateurs, à l'instar de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, l'un des facilitateurs de l'Union africaine dans la crise congolaise et soutenu par les États-Unis, estiment, même sans l'affirmer publiquement pour l'instant, qu'un dialogue interne demeure incontournable pour stabiliser durablement le Congo-Kinshasa. Un tel scénario, s'il venait à se concrétiser, offrirait à Joseph Kabila une opportunité de se repositionner comme acteur clé, ou du moins de se soustraire à l'isolement tacite dans lequel il semble s'être retranché au sein des zones occupées. L'initiative qu'il a prise en entamant des consultations dans ces territoires serait-elle un stratagème pour ce repositionnement? Mais cette démarche rappelle surtout les grandes messes politiques du passé, de Lusaka à Sun City, qui ont souvent permis l'émergence de nouveaux équilibres, mais aussi prolongé la tradition des dialogues interminables en RDC. L'accord de Washington, en visant la fin du soutien extérieur au M23 AFC, pourrait paradoxalement accélérer la nécessité d'un règlement politique inclusif où Kabila espère manifestement jouer un rôle pivot. Reste à savoir si la classe politique congolaise et la population, lassée des crises cycliques, seront prêtes à accepter les retours de l'ancien président comme l'un des acteurs centraux d'un nouveau dialogue national. Car pour beaucoup, les scénarios d'un Sun City bis riment surtout avec un statu quo politique profitant aux élites au détriment d'une solution durable pour l'Est du pays. Toujours dans le registre de la paix, la province de l'Ituri entrevoit un début de paix symbolisé par la réapparition de l'Okapi dans la réserve naturelle des Poulous, territoire de Mambasa. Un événement survenu en pleine période d'état de siège, considéré comme une preuve irréfutable de l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie de la province placée sous le commandement du lieutenant-général Loubouer Kachamadjoni, le gouverneur militaire. L'annonce a été faite ce vendredi à la presse par le responsable local de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Reportage. C'est une nouvelle porteuse d'espoir pour la conservation de la biodiversité en Ituri, 13 ans après le massacre des Okapis perpétré en 2012 par le tristement célèbre milicien Morgan. L'emblématique animal réapparaît dans la réserve naturelle des Poulous au cœur du territoire de Mambasa. Ce retour symbolique dans ces sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO est rendu possible grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région, selon les conservateurs en chef de la réserve. En 2012, nous avons connu le plus grand massacre des Okapis au niveau des Poulous, à travers le grand rebelle qu'on appelait Morgan. Et depuis lors, la situation sécuritaire ne s'était pas améliorée, mais après 13 ans, nous avions estimé, planifié avec le comité de sécurité du territoire de Mambasa,
avec les différentes parties prenantes, dont les chefs de chefferie, qui s'étaient vraiment investis et dont le besoin était exprimé par les chefs de chefferie, le retour de l'Okapi au niveau de la réserve de fauna Okapi. Au-delà de l'aspect écologique, cette réintroduction représente un nouveau souffle pour le tourisme en Ituri. L'Okapi, espèce endémique de la RDC, attire depuis longtemps l'attention des scientifiques, plus amoureux de la nature et des visiteurs étrangers. La nouvelle a également retenu l'attention des autorités provinciales. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, a annoncé une visite prochaine sur le site d'Epoulou pour constater des visites, le retour de l'animal totem et surtout pour sensibiliser la population locale à la préservation durable de ses patrimoines naturels. C'est un espoir pour la province et pour toute la République démocratique du Congo. Les retours d'Okapi, c'est un signe positif et donc nous devons les capitaliser et c'est déjà dans l'optique de la relance du tourisme. La renaissance de l'Okapi à Epoulou symbolise bien plus qu'un retour d'un animal rare. C'est une victoire de la paix, de la conservation et de la résilience d'une région qui aspire à tourner la page des conflits. Dans un autre registre, Madame, Messieurs, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a pris part ce vendredi à une conférence organisée à l'université d'Osaka. Nous sommes là au Japon. Son intervention s'inscrivait dans le cadre d'une rencontre académique sur les dynamiques sociales en Afrique et au Japon, avec un accent particulier sur la jeunesse et les femmes. Dans mon mat. L'auditoire était composé de responsables universitaires, de représentants politiques et de chercheurs ainsi que d'étudiants inscrits au centre de recherche sur les langues et cultures étrangères. Au cours de son intervention, la chef du gouvernement congolais a mis en avant les enjeux de développement humain en RDC en soulignant la nécessité de placer les jeunes et les femmes au cœur des politiques publiques. Elle a rappelé que plus de 60% de la population congolaise avait moins de 25 ans et que les femmes jouent un rôle central dans les secteurs informels et agricoles. Elle a également présenté les grandes lignes de son programme d'action gouvernemental structuré en 6 piliers, incluant l'autonomisation de ces 2 catégories sociales comme axe transversal. Judith Suminwa a profité de cette tribune pour évoquer la situation sécuritaire dans l'est de la RDC en dénonçant les exactions attribuées au Rwanda. Elle a déclaré que les femmes touchées par ce conflit devaient être reconnues dans leur souffrance, mais aussi dans leur résilience et leur contribution à la reconstruction du pays. Cette déclaration s'inscrivait dans un plaidoyer plus large en faveur de la justice sociale et de l'équité territoriale. Enfin, la première ministre a proposé l'instauration d'un programme d'échange entre la RDC et le Japon axé sur la jeunesse, le leadership féminin et la résilience communautaire. Elle a appelé à une coopération renforcée entre les 2 pays dans le domaine de l'éducation et de l'innovation sociale. À l'issue de la conférence, plusieurs étudiants japonais ont manifesté leur intérêt pour les cultures congolaises en prenant la parole en lingala et en swahili, illustrant un intérêt croissant pour le dialogue interculturel. Restons toujours en dehors de la République démocratique du Congo et même de l'Afrique pour nous rendre cette fois en Belgique où face aux médecins congolais de la diaspora, le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, a lancé un appel appuyé au patriotisme. Il les invite à revenir contribuer à la reconstruction du système de santé en RDC tout en leur assurant que les conditions pour leur prise en charge s'améliorent progressivement. Encore une fois, dans mon mat. C'est un message clair et direct que le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a adressé aux médecins congolais vivant en Belgique. Le pays a besoin de vous. Il les a exhortés à revenir prêter main forte pour reconstruire un système de santé encore trop fragile. J'ai apporté un double message. Le premier message, c'est que c'est le pays qui a besoin de ses enfants. Le pays a besoin de ses enfants pour se construire. Je suis venu leur dire, revenez construire le pays. Parce que si vous ne revenez pas, notre population va continuer à souffrir. Souffrir de manque de médecins, de manque de spécialistes, de manque d'équipements. Mais revenez pour que nous puissions le faire ensemble. Mais je suis venu leur dire,
nous avons maintenant les moyens de vous faire revenir. Parce qu'avant, ce qui manquait, c'était la structure au travers de laquelle ils pouvaient passer. Pour le ministre, le retour peut prendre plusieurs formes. Un rapatriement définitif, des missions ponctuelles sur le terrain ou même des collaborations hybrides à distance en appui aux structures locales. Tous ceux qui peuvent revenir sont les bienvenus. Bien entendu, nous savons que quand nous appelons, tout le monde ne vient pas. Il y en a qui vont faire des courts séjours, il y en a qui vont faire de longs séjours, il y en a qui peuvent venir de temps en temps seulement. Mais on a besoin de tous pour que nous puissions donner les soins de santé à nos populations. La situation actuelle est préoccupante. Dans 17 des 26 provinces du pays, aucun médecin spécialiste n'est présent, alors que le tableau de l'Ordre national ne recense que 21 000 médecins pour près de 100 millions d'habitants. En comparaison, la France en compte 300 000 pour 60 millions d'habitants. C'est avec ces chiffres également que le docteur Samuel Roger Kamba a voulu toucher la fibre patriotique de la diaspora médicale congolaise, insistant sur la nécessité urgente de renforcer les capacités locales. Revenons à Kinshasa où, 10 ans après son installation, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo se dote d'un nouveau siège. Jeudi 26 juin, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a officiellement remis le clé de cette infrastructure moderne au président de la juridiction Dieudonné Kamuleta Badibanga lors d'une cérémonie sobre mais hautement symbolique organisée sur la place royale au cœur de la commune de la Gombe. Rachel Misenga. Derrière la sobriété du geste, un symbole fort. 10 ans après sa mise en place, la Cour constitutionnelle de la RDC franchit un nouveau cap en se dotant d'un siège digne de son rang. Situé en plein cœur administratif de la capitale, ces bâtiments flambant neufs, remis officiellement ce jeudi 26 juin par les PNUD, incarne à la fois l'ambition de moderniser l'appareil judiciaire et la volonté d'enraciner l'état de droit dans les pratiques et les institutions. À l'heure où la justice congolaise reste perçue comme inégale ou encore fragile, cette infrastructure, fruit d'un partenariat étroit entre les Nations Unies et Kinshasa, se veut un outil de rupture avec la vastuité de moyens mais aussi une époque où l'indépendance des juges s'est mesurée à la discrétion de leurs bâtiments. Les documents des remises, un procès verbal co-signé par le représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama, et par le président Kamuleta, entérinent la fin de travaux et marquent l'aboutissement d'un partenariat de long terme entre les Nations Unies et les autorités congolaises. Construit sur fond d'appui international, ces nouveaux sièges visent à doter la Cour constitutionnelle d'un environnement de travail conforme aux standards de justice moderne. Au-delà de la remise protocolaire, les invités ont pu découvrir à travers une visite guidée les différentes installations du bâtiment. Salle d'audience, bureau des magistrats, espace de travail pour le greffe et services administratifs. Un cadre fonctionnel pensé pour répondre aux exigences de la plus haute juridiction du pays en matière d'indépendance, de transparence et d'accessibilité. Dans les secteurs sportifs, je l'ai d'ailleurs annoncé au sommaire de ce journal, le football club, les Aigles du Congo, ont été sacrés champions de l'Hélico Cash Ligue 1 pour la première fois de leur histoire en 2 ans seulement d'existence. C'était donc dans le chaudron de Kamalondo, le stade du TP Mazembe, que les Samouraïs ont écrit l'histoire à l'issue d'un duel intense face aux Corbeaux qui s'est soldé sur la marque d'un but partout ce vendredi. Suivez. Les Aigles du Congo remportent le championnat national de football pour la première fois de son histoire en seulement 2 années d'existence et dans l'élite du football congolais. Le club quinois est allé arracher son titre à Lubumbashi après son nul 1 but partout devant les TP Mazembe. C'est un exploit retentissant pour cette jeune formation qui a très bien préparé ses sacres depuis la saison dernière où elle avait déjà montré ses intentions. Elle avait déjà failli participer à la Coupe de la Confédération et c'est les TP Mazembe justement qui lui avait barré la route lors de la dernière journée au profit du FC Saint-Éloi à Lupopo, avec des dirigeants passionnés qui ont mis les moyens nécessaires pour construire cet exploit.
Avec 35 points, les Samouraïs ne peuvent plus être rejoints ni par Lupopo ou Maniema Union qui étaient également en course pour le sacre. Et la conséquence de ces résultats, le TP Mazembe ne prendra part à aucune compétition africaine la saison prochaine, en attendant bien évidemment que son appel soit étudié du fait qu'il a perdu 6 points pour l'alignement litigieux d'un joueur. La RDC sera donc représentée par les Aigles du Congo et Lupopo en Ligue de Champions, puis Maniema Union et les champions de la Coupe du Congo à la Coupe de la Confédération de la CAF. Prenons à présent l'actualité en dehors de frontières congolaises. En Namibie, le gouvernement s'attelle actuellement à revoir et consolider les réformes politiques et législatives avec pour objectif de réduire les importations alimentaires et d'augmenter la production grâce à des projets verts. Ces réformes visent à augmenter la production et l'efficacité agricole tout en rendant l'accès aux marchés locaux plus aisé. Rachel Misenga. En Namibie, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Eau et de la Réforme foncière travaille actuellement à revoir et renforcer les réformes politiques et législatives dans le but de diminuer les importations alimentaires et d'accroître la production par les biais de projets écologiques. C'est ce qu'a indiqué la ministre de l'Agriculture, Ange Zamwani Mwakmi, le 25 juin 2025. L'objectif des réformes est d'accroître la production et la productivité agricole ainsi que de faciliter l'accès aux marchés locaux. Ces réformes permettront d'améliorer la production et la productivité alimentaire, renforcer l'accès aux marchés locaux et les chaînes de valeur et à créer des opportunités d'emploi durables. Dans ces pays d'Afrique australe, les importations alimentaires ont atteint 464 827,51 millions de dollars américains en 2022 en provenance de l'Afrique du Sud. Les pays importent une grande variété de produits alimentaires, notamment les céréales. Les pommes de terre font également partie des principaux produits frais importés, ce qui, selon la ministre, nécessite un coût de production de 250 000 dollars namibiens par hectare. Avec environ 2,9 millions d'habitants, la Namibie est fortement tributaire des importations alimentaires. Celles-ci représentent près de 50% de ses besoins en céréales et pouvant atteindre jusqu'à 70% lors de périodes de sécheresse. Avec ces réformes, l'État entend encourager le partenariat avec le secteur privé et l'agro-industrie et améliorer les stratégies agricoles résilientes au changement climatique. Et puis à l'occasion du sommet des affaires États-Unis-Afrique, une nouvelle dynamique s'installe entre la Côte d'Ivoire et l'Angola au cœur de discussion, la création d'une liaison aérienne directe entre Abidjan et Luanda. Objectif, renforcer la coopération bilatérale et fluidifier les échanges économiques entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Suivez. Abidjan et Luanda bientôt connectés par le ZER. Une liaison aérienne directe, c'est l'annonce faite le 24 juin en Angola en marge du sommet États-Unis-Afrique par le Premier ministre ivoirien Robert Mambé. En mission officielle, il représentait le président Alassane Ouattara au sommet. Aux côtés du président angolais, João Lourenço, il a réaffirmé l'ambition partagée de renforcer les échanges commerciaux, logistiques et politiques. Cette future ligne aérienne s'inscrit dans les cadres de premiers accords de la Grande Commission ivoiro-angolaise et participe à la mise en œuvre de la ZLECAf qui pourrait réduire de 15% les coûts logistiques entre les deux régions. Pour représenter le président angolais, c'est son ministre de Transport qui a relayé la vision du pays. Pour l'Angola, riche en ressources pétrolières et engagé dans une diversification économique, entend renforcer ses liaisons logistiques, énergétiques et industrielles avec l'Afrique de l'Ouest. Cette liaison vise également à stimuler un commerce bilatéral estimé à 100 millions de dollars par an selon les prévisions du ministère ivoirien de l'économie. Elle devrait aussi booster le tourisme d'affaires et raccourcir les délais de transit entre l'Afrique centrale et de l'Ouest, une priorité
dans un contexte où le transport aérien devient un outil diplomatique et commercial. Les vols Luanda-Abidjan, annoncés pour décembre 2025, incarnent un premier jalon d'un partenariat plus large. L'objectif commun étant de faire de la Côte d'Ivoire et de l'Angola des plateformes économiques régionales et des ponts entre deux régions majeures du continent. Place à présent à la revue de presse avec la sélection et commentaires de Don Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ouvrons la revue de ce vendredi avec Géopolis Hebdo qui s'interroge en une. RDC Rwanda, est-ce l'épilogue d'un long processus? Le tri-hebdomadaire rapporte qu'un accord de paix devrait être paraphé à Washington ce 27 juin devant le secrétaire d'État américain Marco Rubio entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda, pour amorcer enfin la désescalade d'une guerre qui, bien que ranimée depuis 4 ans, dure en réalité depuis 31 ans. Géopolis Hebdo souligne que cette région a connu des phases de paix brèves, régulièrement rompues par de nouvelles rébellions. Le phare donne les détails de l'accord. Il prévoit notamment le respect de l'intégrité territoriale de la RDC et la cessation définitive des hostilités, ainsi que les désengagements, la démobilisation et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. L'accord mentionne également la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité intégrant les concepts des opérations du 31 octobre 2024, sans oublier la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées, l'accès humanitaire et enfin la mise en œuvre d'un cadre d'intégration économique. Mais cet optimisme est nuancé par la manchette qui relaie le propos critique du professeur Mvemba Pezo Dizolele du Center for Strategic and International Studies, interrogé par la BBC. Selon lui, la logique actuelle du projet repose sur une base erronée. L'idée que la paix pourrait être obtenue par le partage ou l'exploitation conjointe des ressources naturelles, notamment le minéraux critique du Kivu, c'est une erreur fondamentale. On ne fait pas la paix à cause de ressources naturelles. Les causes profondes du conflit sont ailleurs. Elles relèvent de la citoyenneté, de droits, de l'identité, de l'hégémonie régionale et même des revendications territoriales injustifié. Africa News de son côté rapporte que le président du CENSA, Joseph Olengankoy, a annoncé l'envoi imminent d'une délégation de haut niveau à Goma, capitale du Nord Kivu, pour jeter le pont entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi dans le cadre de la résolution de la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Il affirme avec force: il faut casser ces mythes, celui qui consiste à croire que la paix à l'Est ne peut venir que de l'extérieur, que nous devons rester spectateurs pendant que d'autres décident pour nous. Ce serait un crime. Enfin, la référence plus annonce une avancée juridique majeure. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, siégeant à Arusha, s'est déclarée compétente dans le contentieux opposant la RDC au Rwanda concernant les crimes présumés commis dans l'Est congolais par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Une décision à forte portée symbolique et juridique pour Kinshasa, qui accuse depuis longtemps Kigali d'ingérence militaire et de soutien aux groupes rebelles. Accusation étayée par de nombreux rapports onusiens. Cette recevabilité relance l'espoir des millions de victimes congolaises de voir enfin leur souffrance reconnue dans un cadre légal africain. Le procès entre maintenant dans une nouvelle phase d'instruction dans l'attente du dépôt des arguments par la partie rwandaise. Fin de cette revue de presse et bon début de week-end. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, je m'en vais vous rappeler les 3 principaux titres. Signature ce vendredi à Washington d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Désormais, les deux parties se disent engagées à normaliser leurs relations. Vous avez suivi cela dans ce journal. Et puis, les Aigles du Congo, sacré champion de l'Illico Cash Ligue 1 pour la première fois de leur histoire.
en seulement 2 ans d'existence. C'était donc au stade Kamalondo où les Samouraïs ont dû faire match nul avec les Anglais-Vertois du TP Mazembe pour rafler ces trophées. Puis, à l'occasion du sommet Deux affaires États-Unis-Afrique, une nouvelle dynamique s'installe entre la Côte d'Ivoire et l'Angola au cœur de discussion, la création d'une liaison aérienne directe entre Abidjan et Luanda, qui est donc la capitale de l'Angola. Fin totale de ce journal, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, la vie n'est pas un jeu, mais une compétition. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.